Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi d'être avec Monique Chim, freelance, expert LinkedIn Ads pour le B2B. Salut Monique, comment vas-tu? Salut Gabriel, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité sur l'émission. Trop content. C'est un grand plaisir. On va parler aujourd'hui de comment on utilise LinkedIn en B2B en conjonction avec HubSpot. Des astuces pour bien l'utiliser, puis des astuces aussi pour faire de bonnes campagnes LinkedIn, tu trouves, et on te voit poster régulièrement sur des erreurs classiques qui sont faites sur LinkedIn. Donc, on va pouvoir en reparler. Mais avant tout, je souhaite vous accueillir dans le podcast Les Aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel David-Schwebel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot Diamond des entreprises ambitieuses. Que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence, 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Voilà, justement, comment on utilise bien HubSpot avec LinkedIn. Pour toi, déjà, c'est quoi les connexions qu'on peut avoir avec LinkedIn, et en particulier LinkedIn Ads, et comment mettre tout bien en place pour bien suivre ces campagnes. On attaquera après les sujets de quelle campagne mettre en place, mais commençons avec la bonne intégration avec l'outil. Ouais, tout à fait. Déjà, si votre tag HubSpot est installé sur votre site, vous pouvez passer par ce tag-là pour aller intégrer le tag de mesure LinkedIn qui s'appelle le LinkedIn Insight Tag, de manière assez facile. Ensuite, derrière, il faut absolument connecter votre compte LinkedIn Ads avec votre HubSpot, ce qui fait très rapidement. Ce qui permet après, derrière, d'avoir un système HubSpot et LinkedIn qui peuvent se parler et qui peuvent s'échanger de la data suivant plein de manières différentes. Je vais donner 3 exemples. Un exemple, c'est par exemple, supposons que vous avez une liste de contacts cibles ou une liste d'entreprises cibles dans HubSpot. Vous allez les transformer en audience dans HubSpot et ensuite derrière pouvoir les synchroniser et les envoyer dans LinkedIn pour aller pouvoir adresser dans LinkedIn des comptes ou des contacts que vous voulez. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple auquel je pense, si vous faites des campagnes de génération de leads dans LinkedIn, vous capturez les leads dans LinkedIn, ces formulaires peuvent être facilement connectés avec HubSpot, ce qui permet d'avoir facilement la donnée des prospects qui se déversent facilement dans LinkedIn, dans HubSpot. Et créer derrière des workflows, des séquences. Créer des workflows, des séquences, etc. Et troisième cas, ce que moi j'utilise, évidemment, chaque contact HubSpot, je vais pouvoir voir les interactions publicitaires rattachées à ces contacts. Je vais pouvoir voir, tiens, il a cliqué sur telle publicité, et puis après derrière, il a fait telle action sur le site, etc. Donc, c'est grâce à cette intégration, tu as la vue complète de ce qui se passe sur ce lead, que ce soit sur le site, mais aussi sur LinkedIn. Et tu peux, comme ça, scorer, mesurer, programmer tes actions suivantes. Oui, c'est ça, exactement. Ça te permet de faire un suivi et d'avoir un tracking. Donc, évidemment, le tracking ne sera jamais parfait, mais on peut au moins avoir une idée de ce qui se passe par rapport au cheminement du prospect. Et une chose que j'aimerais bien ajouter aussi, qui à mon avis est vraiment importante de faire, c'est au niveau des formulaires sur votre site par rapport à la demande de démo, bien demander aux gens comment avez-vous entendu parler de nous, parce que ça permet en fait de récupérer plus de data. Là, tu es en train de parler d'attribution en fait, donc on va être capable de suivre un coup par rendez-vous de démo ou un coup par opportunité et puis après même un coup par chiffre d'affaires généré, vu qu'on aura toute la chaîne et tous les points de contact. Et là, ce champ en plus dans le formulaire, il vient pour un peu essayer de qualifier l'attribution. Les infos qui te remontent d'HubSpot ne te suffisent pas pour faire cette qualification de l'attribution? Disons que, je vais vous donner un exemple tout simple. Les parcours d'achat B2B sont longs déjà. Et parfois, en fait, ils peuvent être fragmentés. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai vu ça sur un reporting, enfin lié en fait à une attribution autodéclarée. C'est-à-dire, par exemple, j'ai vu ma DRH a vu vos pubs sur LinkedIn et m'a demandé de vous contacter. Ça, clairement,
HubSpot, ça va être compliqué pour lui de faire remonter cette information-là. Donc là, c'est par exemple un exemple, bouche à oreille interne. Autre exemple, on a une personne qui, par exemple, elle a vu des pubs, mais elle n'a pas cliqué. Par contre, derrière, elle va sur le site du client. Donc, on va dire c'est du paid search ou alors de l'organique. Et derrière, la personne convertie, elle dit, ouais, bah, j'ai vu vos pubs. Autre exemple. Encore d'autres exemples. La pub, elle clique sur une publicité sur son mobile et après, derrière, elle convertit sur son desktop. La liaison des données va difficilement se faire. Et enfin, on peut faire aussi par rapport aux fenêtres d'attribution. La personne, elle a cliqué sur une publicité, mais elle a converti bien plus après. Bah là, dans certains cas, bah, si par exemple, la personne a cliqué sur une pub il y a, on va dire, 180 jours, et que vous, au niveau de votre, je sais pas, au niveau de HubSpot, jusqu'à quand on peut remonter, en fait. J'avoue que je sais pas. Bah là, effectivement, bah là, on peut aussi perdre de la data à ce moment-là. Ok, ouais. Et puis c'est toujours bien de confronter la donnée pour avoir plus d'infos et être capable de mieux analyser. Ouais. On va revenir maintenant un peu sur les bons usages que tu fais de LinkedIn. Et j'ai vu pas mal de tes posts où tu dis finalement LinkedIn c'est pas un bon outil pour générer des leads froids. Et donc il faut pas juste mettre des livres blancs avec du téléchargement de leads. On se retrouve avec des coûts par lead quand même relativement élevés. Tu pourras nous donner plus d'infos. Ouais. Et très froid. En revanche, LinkedIn est un super outil pour le middle of the funnel en fait. Donc, c'est pas un outil top of the funnel, c'est plus un outil middle qui sert à renforcer le branding, à multiplier les points de contact, donc à cibler ou retargeter des audiences déjà qualifiées parce qu'elles sont venues sur ton site, etc. Tu peux nous expliquer ça et le type de campagne que tu fais, parce que c'est vrai que l'usage un peu classique, c'est le livre blanc, la génération de leads. C'est intéressant de revenir là-dessus. Et puis, justement, c'est parce qu'on a un CRM qu'on peut y introduire, parce que tu viens de dire, des leads en mid-funnel, quoi. Absolument. Ouais, mais je peux vraiment faire des retours d'expérience, sachant qu'évidemment, chaque audience va réagir différemment par rapport à la manière dont elle a déjà été targetée auparavant. Mais je vais donner des exemples où, par exemple, j'ai généré un tas de MQL avec des campagnes LinkedIn, avec des CPL à 10 €, donc les clients étaient super contents. Mais après, on est revenu 3 mois après, ça n'a rien converti. Donc, ouais. au final, ça sert à quoi? Donc, c'est pour ça que par rapport à LinkedIn, je dis pas que la lead gen, c'est mal. On peut continuer à faire des campagnes de lead gen. Effectivement, ça permet d'avoir des quick wins, ça permet de montrer des résultats rapidement et ça permet du coup d'appuyer la fonction marketing. Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une approche plus full funnel dans laquelle, par exemple, en top of funnel, plutôt que de proposer directement un livre blanc, on va plutôt faire de la notoriété et on va parler, en fait, par exemple, des problèmes que l'on adresse. On va parler, par exemple, on va prendre un exemple. Le client cible, on va dire, c'est un DRH qui perd son temps à faire des procédures manuelles pour faire tel processus. Voilà. Là, la PC, ça pourrait dire DRH, en avez-vous assez de perdre 3 jours par semaine à faire cette tâche-là? Notre solution vous permet d'aller plus vite dans votre workflow grâce à telle caractéristique. Venez en savoir plus sur la solution. Et en fait, tout simplement, on invite les gens à voir qu'ils ont un problème. On leur montre qu'on a une solution avec différentes caractéristiques qui donnent des bénéfices et on envoie la personne vers le site. Et on va pas lui dire vas-y, book une démo aujourd'hui. La personne, elle n'est pas encore prête. Donc ça, c'est une façon d'attirer la personne sur le site. Il y a aussi d'autres façons différentes. On va pas forcément pas de toutes les manières. Mais après, d'ailleurs, ce qu'on va faire, et ce qui va être très important et que je ne vois quasiment jamais, c'est faire du retargeting de manière intelligente. Donc, le retargeting sur LinkedIn, déjà, ils peuvent se faire sur toutes les sources de trafic. C'est-à-dire que, par exemple, sur votre site web, vous avez du site web, du trafic qui va venir LinkedIn, mais aussi du Google Ads, SEO, Facebook, etc., etc. L'avantage de LinkedIn, c'est que vous allez récupérer tout ce trafic-là, mais ensuite, derrière, le refiltrer par rapport à votre propre ciblage démographique. Par exemple, vous allez dire, oui, tout ce trafic-là que j'ai sur mon site, je veux recibler seulement les personnes qui sont rattachées d'entreprises
on va dire par exemple, de plus de 500 employés de tel secteur, avec une seniorité directeur et plus, par exemple. Et ce trafic-là, on va lui apporter du contenu en retargeting suivant plusieurs formats, types de campagnes. Donc moi, j'ai 4 types de campagnes que j'aime bien faire, 2 types de campagnes qui vraiment sont cruciaux, 2 types de campagnes qui sont aussi intéressants, mais un petit peu moins peut-être. Donc les 2 premiers, c'est vraiment marketing produit et social proof. Donc marketing produit, c'est quoi? Tout simplement expliquer, réexpliquer et réexpliquer à quel point le produit va répondre aux attentes et montrer les interactions. Par exemple, montrer comment le produit s'intègre avec d'autres produits, montrer les récompenses, les accréditations du produit, montrer le produit en action avec des petites démos, par exemple. Donc ça, c'est la partie marketing produit. Et la partie social proof, c'est tout ce qui est testimonial, case study. Vous allez montrer aussi des RP, pour montrer des RP, pour montrer que ça a été figuré sur d'autres publications. Donc ça, c'est vraiment les 2 premiers types de campagnes. Et ça avec quel type de format de contenu? De la vidéo, de l'image, du texte? Très bonne question. Personnellement, par rapport à la pub LinkedIn, j'ai fait des tests. Je me rends compte que les formats que je préfère utiliser, c'est les images et les vidéos. Donc, typiquement, c'est du format carré, image carrée et vidéo carrée. Les images, pourquoi? C'est plus facile à produire. Les vidéos, pourquoi? Parce que c'est extrêmement impactant, que ce soit sur une audience froide et une audience de retargeting. Ce que j'aime beaucoup avec la vidéo, c'est qu'en fait, on peut amener les gens à voir la vidéo quasiment en entier. Donc, on a un gros impact émotionnel. Plus en bonus, on a des gens qui vont cliquer, qui vont venir sur le site. Ça fait des visites en plus. Et en plus, une audience vidéo en top of funnel, ça permet de créer derrière une audience de retargeting très rapidement. C'est-à-dire que par exemple, vous allez dire, OK, j'ai diffusé une audience vidéo sur le top of funnel, mais derrière, je vais retargeter les gens qui ont regardé plus de 50% ou plus de 75% de cette vidéo et derrière les réadresser. Constitué par mailing, etc., qu'on veut retargeter parce qu'elles sont mid of the funnel. La force de LinkedIn, tu l'as dit, c'est de pouvoir cibler les gens que tu retargetes en fonction de leur entreprise, de leur poste. Est-ce que tu continues aussi en bottom of the funnel ou pas? Oui, tout à fait. Et pour rajouter sur la couche mid-funnel, donc il y a 2 types de campagnes qui sont intéressantes. Ah oui, c'est vrai, tu disais, j'ai marketing produit et social proof. Social proof, et les 2 autres moins intéressants. Les 2 autres, mais tout à fait quand même intéressantes quand même, mais un peu moins prioritaires, on va dire, moins obligatoires. La première, c'est expertise, contenu expert et thought leadership, donc du contenu tactique ou du contenu stratégique par rapport à la manière dont vous pouvez aider avec vos contenus l'audience à adresser des problèmes qui sont un petit peu connexes aux problèmes que vous résolvez directement. Donc là, c'est pas je vous vends mon produit, c'est plus je vous montre mon expertise, je vous montre que je connais, que je vous comprends, que je peux vous aider en fait. Donc là, on connaît les astuces, tout ce qui est articles, vidéos, des petits bouts de webinaire. Donc découpez votre webinaire, par exemple, donnez des pépites de webinaire, donnez des pépites qui vont durer entre 30 secondes et 1 minute 30. Vous allez délivrer de la valeur au maximum aux personnes. Sachant que maintenant, on peut ajouter un autre type de campagne à son arsenal de contenu expert de thought leadership. Ce sont les campagnes thought leadership dans lesquelles une page d'entreprise va pouvoir pousser des posts organiques d'une personne associée à votre entreprise. Donc, un membre de votre C-suite ou un employé ou même un advisor, un influenceur externe qui a mis sur son profil LinkedIn qui fait partie de votre organisation. Et ce sont des posts qui sont très puissants. Pourquoi? Parce que ces pubs-là, au lieu de montrer le logo de l'entreprise, on va montrer la tête de la personne. Donc ça, c'était le troisième type de campagne. Et le 4e type, enfin, c'est tout ce qui tourne autour des communautés et des events. Donc là, vous allez pouvoir pousser votre chaîne YouTube, votre newsletter, votre Slack, vos webinars, etc. Bottom of the funnel? Oui, et bottom of funnel, là, évidemment, on va plus pousser les personnes à prendre une action. Donc, typiquement, on va pousser les gens à prendre une démo, par exemple, à booker une démo, à booker un call. Et typiquement, en fait, par rapport à ces campagnes-là, on peut tester plusieurs choses. On peut dire, par exemple, OK, on va tester quelque chose. On va prendre toute l'audience des gens qui sont venus il y a moins de 30 jours, de manière indifférenciée sur le site.
ou qui engagent avec les pubs, mais on va tout de suite leur proposer de booker une démo. Et on va voir ce qui se passe. Si ça réagit bien, on peut dire, OK, l'audience a été suffisamment réchauffée. Si ça se passe moins bien, on peut dire, OK, on va aller un pas derrière et on va seulement montrer ces publicités de démo à des gens qui ont déjà engagé avec une pub de retargeting. Donc, les gens, ils ont vu une pub froide, ils ont cliqué sur le site, ils ont vu une pub de retargeting, ils ont cliqué sur cette pub-là, et seulement à ces gens-là, on va leur montrer, en fait, cette dernière couche bottom of funnel. Et tout ça, c'est des paramétrages uniquement dans LinkedIn ou tu viens t'appuyer sur un CRM comme HubSpot aussi pour affiner ces paramétrages et ces audiences? Alors, par rapport au bottom of funnel, dans mon utilisation aujourd'hui, moi, je m'appuie seulement sur LinkedIn. D'accord. En middle, par contre, tu viens récupérer des audiences. En middle est top. Ouais, par exemple, je vais te donner un exemple. Quand tu commences avec une audience froide, tu peux te dire, OK, je vais cibler des entreprises par rapport à des filtres classiques de LinkedIn, par exemple, taille d'entreprise, en nombre d'employés. C'est beaucoup plus fiable de targeter des entreprises par nombre d'employés que par revenu. Parce que le revenu, LinkedIn, il va prendre de la data, je ne sais pas trop où, alors que la taille d'employés, il va prendre le nombre d'employés attachés à la page LinkedIn. Sachant par contre que si c'est, on va dire, une entreprise industrielle, une entreprise avec beaucoup de gens de terrain, on a quand même pas mal de chances que ce chiffre, voilà, d'être un petit peu à côté de la plaque. Il faut savoir toutes ces choses-là. Donc déjà, on peut cibler de manière native par rapport à l'interface native de LinkedIn, mais quelque chose de très fort et que font certains de mes clients, ils disent, attendez, Moni, moi j'ai une liste. Moi, j'ai une liste HubSpot d'entreprises qu'on va targeter en outbound dans les 180 prochains jours. Moi, ce que j'ai envie, c'est de montrer nos pubs seulement à ces gens-là. Et du coup, on va dire, OK, on va aller chercher seulement les entreprises qui fonctionnent, enfin les entreprises qui matchent par rapport à ce targeting-là. Mais dans ces entreprises-là, on va prendre les personas. On va dire, oui, dans ces boîtes-là, je vais seulement en parler, par exemple, à des marketing managers, CMO, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire vraiment un alignement marketing sales. On va préchauffer un petit peu les gens avec des publicités et après, derrière, aller réengager ces gens-là en outbound. Combien de points de contact sur LinkedIn pour justement avoir une démo et quel budget par démo ou par vente? Par rapport au point de contact, c'est extrêmement variable en fait. C'est extrêmement variable. J'aurais vraiment du mal à te donner un nombre exact. Une donnée que j'ai par rapport au nombre de points de contact totaux, c'est 15. Et Jay Wilcott, il dit qu'en gros, il faut 15 points de contact en gros pour arriver à un client. Donc du coup, ce sera du LinkedIn, mais ce sera aussi de l'outbound, ce sera des cold call, etc. Moi, par contre, je peux parler en moyenne de coûts d'acquisition liés à du LinkedIn Ads plus sur du moyen long terme. Ce sera grossièrement environ 2000 € de CAC publicitaire. Donc, en fait, 2000 € pour aller récupérer un client. Ouais, donc il faut quand même avoir une LTV suffisante derrière si on reste dans les métriques SaaS pour utiliser le levier LinkedIn. Ouais, en gros, en dessous de 10 000 € par an, moi je trouve que c'est assez compliqué de justifier un LinkedIn. Mais par contre, si vous avez une ACV à 50 000 € par an, là, clairement, LinkedIn devient beaucoup plus intéressant. ACV pour notre audience? Pardon. Annual Client Value, donc une valeur client plus annuelle. Et LTV, c'était Lifetime Value. Lifetime Value. Ouais, et CAC, coût d'acquisition client. Je m'excuse pour l'acronyme. Merci. Non, c'est très ça ce que tu racontes, mais ça peut aussi s'appliquer dans d'autres industries, le service, dès qu'il y a justement un panier moyen suffisant pour justifier un investissement publicitaire et une marge suffisante sur ce panier, bien sûr. Moni, tu veux rajouter encore quelque chose avant la dernière question? Ouais, je peux rajouter juste une dernière chose vraiment importante. Mettre des budgets pubs, ça donne pas l'autorisation de faire des pubs de mauvaise qualité. C'est, en gros, si vous voulez que ça marche en publicitaire, il faut voir vos pubs comme des contenus organiques. Il faut que la qualité, ce soit comme du contenu organique, c'est-à-dire des visuels qui vont vraiment marquer l'œil. Si vous mettez des photos stock un peu pourries, vous savez, les photos stock avec des gens qui serrent la main, etc., dans les bureaux, ça va pas cliquer. Si vos textes sont ennuyeux, ça va pas cliquer et ça va pas convertir derrière. Donc, du coup,
vraiment prendre beaucoup de soin par rapport à l'aspect créatif, visuel et par rapport à ce que vous écrivez. Et tu testes en organique avant de faire du paid ou? De toute manière, en général, les boîtes avec lesquelles je travaille, elles ont déjà un moteur organique qui fonctionne. Si tu arrives à vendre en organique, il y a des chances que tu pourras arriver à vendre en paid. Par contre, si ton produit ne se vend pas encore en organique, c'est pas en mettant du paid que ça va marcher, parce que probablement t'as pas ton product market fit, probablement ton message tu l'as pas bien, tu sais pas vraiment comment les gens résonnent avec ton message. Donc du coup, moi je dirais d'abord faire de l'organique avant de faire du paid. D'accord, ouais, d'abord t'éduquer en organique et puis après faire du paid quand tu es assez sûr de ce que tu fais. Dernière question habituelle du podcast, c'est quoi la prochaine étape de ton aventure HubSpot? Alors moi, clairement, c'est apprendre davantage sur HubSpot. Clairement, aujourd'hui, j'estime que j'en sais pas assez sur HubSpot. Donc, c'est essayer de me former davantage pour m'intégrer davantage dans cet écosystème et de mieux servir mes clients, pour sortir des meilleurs reportings, etc. Merci beaucoup, Moni. Cet épisode des aventuriers de HubSpot est terminé. J'espère que vous avez appris avec Moni, compris comment mieux utiliser LinkedIn, comment être plus efficace aussi dans son usage de LinkedIn Ads pour dépenser plus efficacement, pour aussi lier LinkedIn Ads à votre CRM et à HubSpot. Si comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci beaucoup Moni, à bientôt. Merci à toi.